Présentation, puis comme je disais tout à l'heure, vous avez tous le petit programme, donc ça va être, vous pourrez lire un peu ce que l'on a fait dans la vie, on n'a pas non plus des CV longs comme le bras, donc merci d'être tous là. François malheureusement n'est pas là, je pense qu'il n'a pas pu se joindre à nous, donc on sera juste 3 sur le panel, Karine, Charles et puis Géry, donc merci d'être là, merci d'être là. Fait qu'on va continuer la discussion au jour d'aujourd'hui sur les aspects en lien avec le développement économique, en lien avec la présence des immigrants au Québec et à la région. Donc, je suis très content qu'on ait cette discussion parce que vous êtes tous, je pense que vous écoutez tous la télé, la radio, vous lisez les journaux. Il y a eu pas mal de choses qui ont été dites ces dernières semaines, ces derniers jours, en lien avec les immigrants, avec les demandeurs d'asile, sur le marché du travail. Nous, on se concentre fortement sur le marché du travail. Nombreuses décisions ont été prises, entre autres, pour limiter la présence de certains travailleurs temporaires ici au Québec. Donc, je pense que c'est important qu'on ait ce genre de discussion-là pour remettre les choses en perspective. Je disais un peu la thématique de la journée, mobilisons les forces locales. Moi, je suis très content de voir la diversité des personnes présentes ici. Tout à l'heure, on avait du jus de cerveau avec l'Institut du Québec, des gens qui sont très clairement en lien pour aider les immigrants à s'installer à la région, des institutions d'enseignement. Donc, c'est important que l'on se retrouve pour pouvoir discuter de ces enjeux-là et trouver des solutions en lien avec les enjeux que vit le Québec en matière d'immigration. Donc, sans plus attendre, je vais directement aller dans le vif du sujet. Donc, la première partie de notre discussion va porter sur les opportunités. Jerry, on était ensemble la semaine dernière à Drummondville, donc j'ai pu un peu écouter les entreprises avec lesquelles tu travailles sur des sujets avec la main-d'œuvre, l'immigration. Donc, je pense que je vais te donner l'honneur de la première question. Quelles sont les opportunités économiques liées à la régionalisation de l'immigration et comment est-ce qu'on peut les concrétiser? Bien, merci, Dai. D'abord, merci d'être à Drummondville. C'est une bonne nouvelle pour nous. Merci d'être chez nous. D'ailleurs, le Centre Expo, c'est sous notre gouverne. Rapidement, je dirais qu'il y a 3 éléments particuliers qu'il faudrait retenir. D'abord, avec Simon, on vient de parler de taux de chômage en région qui est souvent inférieur à ce qu'on retrouve dans les métropoles. Dans notre cas spécifique, bien entendu, avec un taux de chômage qui environne aux alentours de 4 et c'est souvent similaire à ce qu'on retrouve dans plusieurs régions, automatiquement, on trouve plus d'opportunités, notamment pour les familles. Souvent, les familles vont être le portrait des immigrants qui vont décider d'aller en région. Et ça facilite ou ça accélère l'intégration du travail des membres de la famille du travailleur qui a été sélectionné. Donc, dans mon cas, je regarde ça surtout sur l'angle de l'immigration économique. Et donc, ça permet d'intégrer rapidement des familles sur le marché du travail. Et bien entendu, le travail, c'est un des facteurs d'intégration primordial pour le succès d'une immigration réussie. L'autre élément qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une augmentation des communautés dans les différentes régions. Et ce qui augmente la masse critique permet également de faire en sorte que dans les entreprises, on retrouve de plus en plus de travailleurs immigrants. Et ces travailleurs-là, de toute évidence, vont avoir à interagir et automatiquement vont pouvoir se mettre en valeur. Et ça permet notamment des promotions à l'intérieur des entreprises. Et cet élément-là de promotion, c'est souvent de faire un trait d'union entre une organisation qui a peut-être moins d'antécédents ou d'expérience avec des communautés, et là, d'avoir des gens en position d'autorité ou de gestion dans l'organisation, ça permet effectivement d'avoir probablement un meilleur arrimage au point de vue culturel avec les travailleurs. Puis je terminerai en parlant de reprenariat, c'est ton sujet, mais rapidement, je te laisserai en parler un peu plus, Charles-André, en disant que grosso modo, il faut comprendre qu'au Québec, l'ESSETEC travaille beaucoup à augmenter le transfert des entreprises, mais il y a des immigrants investisseurs qui sont nombreux. Et ces immigrants investisseurs-là, quand ils choisissent les régions, c'est une belle opportunité pour être en mesure de faire évoluer, grosso modo,
les régions. Donc, je dirais que c'est les grands points là, sur lesquels moi je m'attache pour dire qu'en termes de développement économique, il y a vraiment une opportunité importante à l'immigration en région. Bien, merci Jerry, c'est très intéressant. Charles-André, avant de te lancer sur les entreprises, Karine, je voulais savoir, chez vous aussi dans le coin de Saint-Hyacinthe, est-ce que vous pouvez témoigner des opportunités en lien avec la présence des immigrants dans le secteur économique? Certainement. Bien, en fait, d'entrée de jeu, je pense que c'est important de parler de notre économie mascoutaine. C'est vraiment de l'économie qui est basée sur le secteur agroalimentaire. C'est un pôle fort, c'est notre ADN qu'on porte depuis quelques décennies déjà. Puis c'est notre positionnement aussi pour l'attraction de talents issus de l'immigration. Puis beaucoup d'histoires à succès viennent justement d'avoir su cibler des personnes ou attirer, faire du marketing territorial sur ce positionnement-là pour attirer des gens qui ont envie de travailler en agroalimentaire. Puis dans ce secteur d'activité-là, on peut trouver, oui, des postes d'entrée comme journaliers, opérateurs et autres, mais on a aussi des centres de recherche importants sur le territoire. Je pense au Centre de recherche d'agriculture agroalimentaire Canada qui est chez nous, qui est la plus grande usine pilote en transformation alimentaire au Canada, et elle est dirigée par une personne issue de l'immigration qui est un expert dans son domaine, puis qui a su monter les échelons, puis se retrouver à ce poste-là. La même chose pour la faculté de médecine vétérinaire, qui est le doyen de la faculté de médecine vétérinaire, qui est français, qui est venu étudier au doctorat à la faculté, puis a été professeur, ainsi de suite, puis maintenant doyen de la faculté. Donc, c'est important de... Ce qu'on peut constater, en fait, c'est que dans ce secteur d'activité-là, on peut avoir des gens avec tout type de profil qui se développent puis qui se réalisent comme professionnels. C'est intéressant de voir ça parce que c'est aussi quelque chose que l'on oublie souvent quand on parle d'immigration économique, c'est qu'il y a une diversité de secteurs dans lesquels se trouvent les immigrants et ils ont un impact très important dans cette diversité de secteurs-là. Merci. Puis Charles-André, je te laisse la parole. Au niveau des entrepreneurs ou sinon de manière plus générale aussi. Effectivement, au niveau des opportunités, il y en a beaucoup. Je dirais au niveau du reprenariat, je vais prêcher pour ma paroisse, mais au CETEC, on a vraiment à maximiser les chances des personnes qui veulent vendre ou acheter une entreprise. Et on dénombre, ne serait-ce qu'en 2024, plus de 24 000 intentions de transfert sur l'ensemble du territoire québécois. Donc il y a 24 000 entreprises potentiellement à vendre au Québec en 2024. C'est énorme. Et sur ces 24 000 entreprises, il y a 42% des personnes qui souhaitent vendre en région, donc en dehors de Montréal, en dehors de Québec, il y a 42% qui sont dénombrés. Ça montre qu'il y a beaucoup d'opportunités, surtout avec une démographie qui, dans certaines régions, est un petit peu en décroissance. C'est un levier qui peut être très intéressant pour aller chercher un bassin de repreneurs immigrants pour justement permettre de pérenniser des entreprises performantes en plus en région. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, de propriétaires dirigeants qui n'ont pas de relève familiale, qui n'ont pas forcément d'employés qui souhaitent reprendre l'entreprise. Et quand il y a un manque aussi de bassins de repreneurs dans la région, ça peut être une option qui peut être totalement envisagée. Puis comme disait M. Savard, si déjà on favorise l'immigration pour certaines compétences, c'est des personnes qu'on peut intégrer dans une entreprise, qu'on peut former et qu'on peut aussi identifier comme la future élève de l'entreprise. Et puis le troisième point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau programme qui a été défini au début de l'année 2024 par l'intermédiaire du MIFI, c'est le volet 3 de l'immigration. C'est un volet qui a vraiment pour but d'aider des immigrants, des repreneurs immigrants à acheter une entreprise, et c'est un programme qui est principalement destiné à favoriser la reprise d'entreprise en région. Quand on regarde un petit peu le détail du programme, et puis je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on demande d'avoir une mise de fonds plus importante pour la région métropolitaine de Montréal, alors qu'elle est 2 fois moins importante quand on veut investir en région. Donc c'est vraiment un incitatif pour des personnes immigrantes qui souhaitent venir au Québec, qui souhaitent reprendre une entreprise, et donc c'est un volet qui favorise le parcours d'immigration qui se veut être plus rapide qu'un parcours classique, parce qu'il y a vraiment des enjeux, il y a des besoins, et on a eu malheureusement des histoires malheureuses où il y a des personnes immigrantes qui souhaitaient reprendre une entreprise et la machine administrative de l'immigration n'allait pas aussi vite que le développement des négociations. Mais c'est un bel exemple de carotte
qu'on a parfois, que là on voit. Souvent on parle de bâton quand on parle d'immigration, mais là il y a aussi des incitatifs qui sont disponibles dans certaines situations. Donc Charles-André, je vais continuer avec toi. Tu prêches tellement bien pour ta paroisse, le reprenariat, c'est important, il faut y penser. Mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que tu peux m'identifier quelques limites qui font en sorte que c'est plus difficile pour une personne immigrante de devenir un repreneur à région, donc de s'installer à région pour... Il y en a plusieurs. Mon accent me trahit, je suis aussi d'origine immigrante. Donc naturellement, quand on arrive, on n'a pas de réseau. Et notamment en région, on a quand même un superbe écosystème au Québec qui permet d'appuyer les entrepreneurs, d'appuyer les repreneurs, et c'est permettre aussi à ces personnes immigrantes qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent reprendre des entreprises, d'accéder à ces réseaux d'affaires. Ils arrivent dans l'inconnu, ils ont besoin de support, et je pense que tout l'écosystème doit se sensibiliser à ça pour permettre justement d'appuyer ces entrepreneurs et ces repreneurs-là à s'intégrer dans les régions. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est aussi lié à ça, c'est que quand on est migrant et qu'on veut racheter une entreprise, on n'a pas d'historique de crédit. Un historique de crédit, nécessairement, c'est toujours une problématique. Quand on va acheter une entreprise, il faut aller voir les banques, il faut être solvable. Et puis, quand on n'a pas d'historique, on dit sur quoi on se base pour évaluer la capacité financière d'une personne immigrante quand on n'a pas d'historique de crédit. Donc ça aussi, c'est un frein qui malheureusement est identifié et qui n'est pas toujours évident. Et puis, donc c'est vraiment deux points, je vous dirais, importants que je soulève au niveau des limites, malheureusement, quand on veut intégrer une entreprise en région. Des points très importants parce qu'effectivement, en matière de reprenariat, je suppose que ça prend beaucoup d'argent, des sommes. Puis l'historique de crédit, un des exemples. Effectivement. Je suppose que vous devez avoir des solutions pour s'il y a des questions par la suite à ce genre de situation-là. Karine, je vais vous relancer. Donc, vous aussi, est-ce que vous voyez des limites à cette régionalisation de l'immigration? C'est sûr qu'il y a des enjeux d'hébergement. C'est nommé ad nauseam. Donc, c'est une réalité qui est importante, d'autant plus que dans certains cas, pour les logements qui sont plus accessibles, sans être abordables, mais plus accessibles, avec la venue de beaucoup de travailleurs étrangers temporaires, on a vu que des employeurs pouvaient, eux, réserver des appartements, puis on pouvait se retrouver dans une situation où c'était plus difficile pour la famille qui voulait s'installer en région de trouver de l'hébergement adapté à un prix qui est accessible. Donc, l'hébergement, c'est définitivement un élément. Puis, un autre élément qui ne joue pas en notre faveur, c'est au niveau des médias. Actuellement, on a les enjeux par rapport à l'immigration sont nommés abondamment, peut-être en faisant fi de toutes les opportunités que l'immigration peut nous apporter. Oui. Fait que je reviendrai à opportunité une seconde, puis je rebondirai. On a parlé de reprenariat, mais au niveau de l'entrepreneuriat, si on regarde la clientèle chez nous, 50 % de nos clients qu'on accompagne en démarrage d'entreprise sont des personnes issues de l'immigration, qui est évidemment très élevée par rapport à la proportion de la population immigrante sur notre territoire. Et ça s'explique peut-être aussi par le fait que si on regarde le taux d'entrepreneuriat au Canada, on est environ entre 12 et 15 %. Au Québec, entre 10 et 12 %. Puis si on regarde en Amérique latine, on est entre 15 et 20 %. Dans les pays d'Afrique, entre 20 et 30 %. Donc, on a des gens qui prennent des risques, parce qu'honnêtement, s'ils sont arrivés ici, c'est qu'ils ont osé, qui ont osé prendre des risques. Des gens qui ont cette fibre entrepreneuriale-là. Donc, je pense que c'est un autre marché qu'on doit exploiter au niveau des opportunités. Mais je retourne aux limites, là, je m'excuse. Bien intéressant. Jerry? Rapidement, parce qu'on a dit plusieurs des éléments, là, mais je vais rester sur la sensibilisation des entreprises, encore une fois. Plusieurs entreprises ont eu recours aux travailleurs temporaires qui sont issus de l'immigration. Mais pour plusieurs, c'est une découverte, encore une fois, d'aller faire du recrutement à l'international ou d'accueillir au sein de l'entreprise une diversité. Donc, c'est en région, donc il y a encore du chemin à faire. Et nous, en tant que développeurs économiques, on a ce rôle-là de sensibiliser, faire comprendre, puis faciliter aussi l'intégration. Mais il y a un corollaire à ça, c'est bien entendu la peur aussi de l'immigrant d'aller en région, parce que ça peut aller dans les deux sens. Et là, c'est de se dire, effectivement, est-ce que je vais avoir une communauté d'accueil qui va être là pour me prendre à mon arrivée puis m'accueillir correctement. Donc ça, c'est effectivement un autre enjeu. Et puis, je vais faire du pouce sur la question du logement, parce qu'effectivement, c'est un des freins. Mais il faut le dire aussi, là, les transports en commun dans les régions, c'est un enjeu. Le transport en commun, souvent, on arrive, on n'a pas nécessairement
puis ça dépend de la grosseur de la région puis de la municipalité, mais le transport en commun puis le transport durant toute l'année sur des horaires qui font du sens, parce que souvent, on va voir des travailleurs arriver sur des quarts de nuit, et puis c'est pas rare que les horaires d'autobus ou de transport en commun sont mal adaptés sur justement cette population-là qui est dépendante en partie de ça, ce qui fait en sorte que d'ailleurs, la métropole va être beaucoup plus attractive pour un travailleur, et pour la régionalisation, c'est assurément un frein. Donc, logement, transport en commun, ça fait vraiment partie de ces défis-là que des personnes nouvellement arrivantes pourraient avoir à la région. Donc, il faudrait travailler sur ces enjeux-là pour permettre un meilleur accueil de ces personnes-là à Drummond puis à Saint-Hyacinthe. Je pense que ça nous permet de faire un lien vers la prochaine question que je vais vous poser. Puis Karine, je te donne la parole. S'il y avait un plan d'action là, si on devait tous réfléchir ensemble à un plan d'action sur comment améliorer la régionalisation, tout à l'heure on l'a vu avec les chiffres de l'Institut du Québec, puis je disais quelques statistiques avant d'arriver ici, la régionalisation s'améliore au Québec, mais on se retrouve encore avec une très grande présence des personnes immigrantes, autant permanentes que temporaires, sur l'île de Montréal ou particulièrement dans la grande région de Montréal. Un plan d'action. Deux, trois choses que l'on devrait faire pour améliorer cette régionalisation, ce serait quoi? Je pense que la première étape, c'est de préparer nos milieux. Les sensibiliser, les informer, les outiller pour que la personne issue de l'immigration puisse se développer à son plein potentiel, pouvoir redonner à la communauté tout autant qu'elle reçoit. Mais pour ça, il faut préparer notre milieu pour qu'il soit inclusif. C'est un travail d'équipe. Il faut préparer les entreprises, évidemment, le milieu économique, mais aussi le milieu communautaire, le milieu politique. Donc, c'est la sensibilisation, ce n'est pas la question d'une seule organisation, c'est vraiment une préoccupation qui doit être partagée. Le deuxième élément, je pense, c'est le maillage aussi, d'assurer d'être attractif auprès de personnes, puis de faire notre publicité, notre marketing pour attirer des gens qui vont bien dans notre système économique. Donc, que ce soit des gens qui vont pouvoir se réaliser comme professionnels. Il y a quelques années encore, on parlait pour les personnes de première génération, ils étaient un peu des sacrifiés parce que finalement, ils venaient ici, mais pour leurs enfants qui, eux, allaient pouvoir se développer au niveau professionnel, on est rendu ailleurs. Je pense que la première génération, elle peut se réaliser comme professionnelle, mais c'est à nous de faire ce maillage-là entre les opportunités d'emploi et les profils de ces gens-là pour qu'ils puissent se réaliser, parce que, ultimement, la pyramide de Maslow, là, c'est ce qu'elle nous recommande. C'est déjà de très bons points. Charles-André, est-ce que tu aurais aussi quelques idées dans un plan d'action? Je rejoins Karine sur le fait de sensibiliser aussi l'ensemble de l'écosystème sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir. Faire la promotion, quand on peut faire la promotion de l'immigration, faire la promotion de la culture entrepreneuriale québécoise, des occasions d'affaires aussi qui sont disponibles pour beaucoup de personnes. On a quand même un bassin de propriétaires dirigeants vieillissant au Québec. On n'a pas suffisamment de relève, notamment en région. Donc, faisons la promotion au maximum des occasions d'affaires, de la culture entrepreneuriale dans l'ensemble des régions pour que ce soit attractif. Et puis, mettons de l'avant aussi la qualité de vie qu'on peut avoir en région aussi par rapport aux régions, aux grands centres urbains, j'ai envie de dire, parce que c'est un vrai plus. Alors, c'est sûr que, comme dit Géry, si on est en mesure aussi d'améliorer parfois tout ce qui est transport en commun, parce que quand on est migrant, on n'arrive pas, on n'a pas forcément une auto ou deux autos quand on a toute une famille, mais s'il y a des améliorations qui sont faites, c'est aussi une excellente qualité de vie qu'on peut mettre de l'avant auprès des futurs immigrants qui vont venir reprendre au Québec. Puis en plus, on ne le dit pas souvent, puis on le dit un peu moins au jour d'aujourd'hui. Le Québec a quand même une belle culture entrepreneuriale, des fleurons qui sont nés chez nous et qui se sont exportés, des Bombardier, des CGI et à région aussi, Première Tech. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent cette compagnie ici, dans le coin de Rivière-du-Loup. De beaux exemples de cet entrepreneuriat québécois qui peut devenir plus grand et vraiment rayonner à travers le monde, et aussi du reprenariat. Et de l'entrepreneuriat et tout le support qui est proposé dans les MRC. Il y a des personnes qui travaillent dans le développement économique qui sont là pour aider les entrepreneurs. C'est quand même c'est assez rare d'avoir autant de ressources disponibles pour aider les entrepreneurs au Québec. Je l'ai connu dans mon pays d'origine, pour être passé par là, il n'y a pas autant de support. Donc profitons aussi d'avoir cette chance d'avoir beaucoup de support au niveau de l'entrepreneuriat pour le favoriser et appuyer
les entrepreneurs immigrants qui veulent venir s'établir au Québec, qui veulent contribuer à l'économie et à faire rayonner le Québec par la suite. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si je me donne le droit à Charles-André, mais il est très content de son pays d'origine parce qu'il vient de Lille en France, qui vient de gagner un match de soccer à la Ligue des Champions face à Madrid. Donc je sais que tu es très content en ce moment. Effectivement. Jerry, je te relance la question aussi en termes de plan d'action. Est-ce qu'il y a on parlait de logement, on parlait de transport, est-ce qu'il y a encore plus de choses que l'on pourrait faire pour améliorer cette capacité-là à faire en sorte que ce soit plus facile pour un immigrant qui arrive au Québec de choisir une région? Oui, absolument. En fait, je vais le dire comme ça. Puis là, je vais rentrer un peu plus dans certaines technicalités en disant, par exemple, que le portrait des régions, c'est souvent un portrait où le fait français est important. Et donc, la francisation reste encore un élément important de l'enracinement du travailleur dans une région. Et ça, c'est incontournable. Donc, le maintien du support à la francisation à un niveau adéquat pour qu'on soit en mesure de faire un déplacement, par exemple, de la métropole vers la région ou de faire une intégration d'immigrants qui sont issus de l'international, par exemple, des pays de l'Amérique latine. Et donc, la partie francisation reste encore centrale parce que arriver en région, ce n'est pas tout le monde qui est bilingue, de toute évidence. Et là, ça devient un facteur de succès. Et dans le plan d'action, assurément, la francisation reste là et centrale. L'autre élément qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les salaires moyens et la proportion des PME est plus grande dans les régions. Souvent, on a un tissu industriel de petites entreprises et les salaires moyens sont relativement plus bas. Et lorsqu'on regarde la différence, puis je ne veux pas être trop technique entre les hauts salaires et les bas salaires et les différents seuils, bien entendu, quand on est en région, on pourrait avoir un seuil adapté aux régions qui est un peu plus bas et qui permettrait d'avoir, de toute évidence, une meilleure intégration des travailleurs qui deviendraient à haut salaire de facto si on abaisse le seuil. Et en terminant, je dirais aussi, c'est de continuer à supporter les travailleurs, pas les travailleurs, mais les entreprises, et les organisations qui sont là pour l'intégration. Encore une fois, pour l'enracinement, c'est une des clés, d'avoir vraiment des ressources qui sont là, bien soutenues, pour être en mesure de favoriser l'intégration. C'est une des mesures. Dans le plan d'action, moi, je mettrais francisation, seuil des bas salaires, et puis également tout le soutien des organismes en intégration comme des facteurs de succès. Je suis très content de vous écouter, puis je priorise aussi ce que vous dites parce que je suis en train d'écrire une plateforme économique pour le CPQ, en lien avec des enjeux comme l'immigration, donc je prends des notes pour moi-même. François n'est pas là, fait que je pense qu'on a un peu plus de temps que ce que l'on devrait avoir. Moi, j'ai d'autres questions pour vous. La première question que je vais vous poser, puis je vous laisse peut-être, je ne sais pas qui va répondre en premier. Tantôt, on a vu avec les chiffres de l'Institut du Québec que quand on regarde les prévisions en termes, par exemple, de marché du travail, en 2028, on aura des taux de chômage qui seront plus faibles, donc un marché du travail un peu plus serré. Vous, les entreprises que vous accompagnez, les entrepreneurs que vous accompagnez dans cette perspective, est-ce que vous pensez que l'immigration temporaire et l'immigration permanente va continuer à jouer un rôle important dans le développement de ces entreprises-là et dans la richesse collective que l'on crée au Québec? Donc, quand on regarde actuellement tout le débat que l'on a sur l'immigration, est-ce que vous pensez qu'il va être nécessaire et qu'il va falloir continuer à accueillir des immigrants pour permettre à notre Québec d'être beaucoup plus prospère dans le futur? Ben oui. On est d'accord. On est d'accord. En fait, c'est une des clés du succès. On parle de travailleurs pour les besoins de l'État, autant dans le domaine de la petite enfance, de l'éducation, de la santé, qui sont des services périphériques pour pouvoir supporter la croissance économique, là, le 2,4 % de croissance attendue. Ouais. Et puis, bien entendu, dans nos régions, il y a littéralement des pénuries, tant d'étudiants, dans des programmes qui sont névralgiques. Là. Moi, j'étais sur le CA du Cégep de Drummondville quand on a fermé le programme d'électromécanique. Puis les électromécaniciens en transformation numérique, ça en prend dans toutes les usines. Donc, d'avoir des programmes courts qui visent à certifier les compétences d'étudiants qui vont être intégrés rapidement dans le milieu du travail, c'est primordial. Et puis après ça, les travailleurs, en fait,
On n'en trouve pas des travailleurs en région dans certains domaines. Et ça, on ne peut pas ralentir, sinon nos entreprises vont péricliter, puis ils ne seront pas en mesure de prendre des commandes puis de croître pour augmenter, en fait, la richesse au Québec. Donc, c'était mon intervention. Je ne sais pas si vous voulez. Je suis d'accord avec toi, Géry, et je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est un frein aussi pour des repreneurs, qu'ils soient immigrants ou pas, de reprendre des entreprises où il y a des pénuries de main-d'œuvre. Parce que ce qui fait la richesse d'une entreprise, c'est ses employés, c'est ce qu'ils sont en mesure d'apporter. Puis quand la main-d'œuvre est aussi vieillissante, qu'il n'y a pas de relève au niveau de la main-d'œuvre, bah, c'est un frein pour des acheteurs potentiels parce qu'ils ne voient pas comment ils vont pouvoir continuer à développer l'entreprise, à la pérenniser. Et le fait, M. Savard parlait dans sa présentation, peut-être, je ne sais pas, c'est pas le mot assouplir, mais en tout cas de dire que adapter la reconnaissance de compétences, ça aussi pour moi, je trouve que c'est un enjeu important pour permettre de favoriser l'immigration de plusieurs personnes pour venir renflouer un petit peu les effectifs des entreprises québécoises et qu'elles demeurent attractives aussi pour des personnes qui vont vouloir vendre aussi à un moment donné. Je vais me permettre, Karine, de juste m'insérer rapidement avant que tu puisses intervenir, mais je vais dire que nous, on fait du développement économique et on rencontre des entreprises qui veulent venir s'installer en région. On avait une ce matin qui a un besoin important d'effectifs. Et la première question qu'ils nous posent, après avoir réglé la question de la disponibilité du terrain, c'est est-ce que vous avez du personnel disponible ou est-ce que vous êtes en mesure de faciliter l'arrivée du personnel sur le territoire? Parce que pour nous, la pénurie, c'est un frein au développement de notre entreprise au Québec. Donc, d'attirer des filiales étrangères au Québec. D'attirer aussi en région des entreprises qui sont en métropole, qui décident de faire de Drummondville, de Saint-Hyacinthe et des autres régions, des hubs pour leur développement. Bien, tout passe par la main-d'œuvre. Et lorsqu'on arrive avec un taux de chômage à 4 % à Drummondville, probablement quelque chose de similaire chez vous, bien, si on n'a pas des mécanismes pour pouvoir alimenter les régions, on ne sera pas capable de remplir les objectifs du gouvernement de développer les régions. Donc, pour nous, c'est... Il y a aussi, je vais utiliser le bon mot cette fois, coopération et pas compétition. Mais par chez vous, la vallée de la transition énergétique qui n'est pas très loin, donc ça fait aussi une pression sur la main-d'œuvre qui fait en sorte que pour des entreprises qui veulent venir s'installer à Drummondville, par exemple, ça peut être un enjeu. Donc, il faut développer cette coopération-là pour développer nos ressources humaines un peu partout sur le territoire. Et Karine, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Bien, je pense que les entreprises sont lucides aussi, puis elles sont conscientes qu'ils ont besoin de robotiser, d'augmenter la productivité, puis qu'à long terme, ce n'est pas viable que d'aller recruter des travailleurs étrangers temporaires pour pouvoir faire ce travail-là dans les usines, qu'eux aussi vont vouloir avoir des emplois d'autres niveaux. Puis si elles veulent demeurer compétitives, elles doivent augmenter leur productivité, mais la réalité, c'est que ça prend un certain temps. Puis même si elles ont commencé pour certaines, puis il y a des secteurs d'activité qui sont plus à la traîne, qui n'ont pas vraiment embarqué là-dedans, puis parce que les marges dans le secteur d'activité ne leur permettent pas d'investir massivement, on a besoin de tous les travailleurs, en fait. Puis ensuite, il faut se rappeler qu'au niveau de l'immigration, ce n'est pas seulement des travailleurs étrangers temporaires ou des bas salaires. On a des professionnels, des chercheurs, on a des entreprises qui font du recrutement de spécialistes à l'international parce que la meilleure personne au monde, elle est située dans un autre pays, puis c'est celle-là qu'on veut qui travaille sur notre technologie. Puis on va travailler en conséquence pour pouvoir les attirer chez nous pour se positionner. Et ça rehausse aussi nos compétences vers le haut. La venue de telle personne, de tel travailleur a un impact positif dans leur écosystème. Puis on l'a, par rapport à la diversité en terminant, il y a plein d'études qui ont été faites que si on met autour de la table des hommes de 45 ans, ingénieurs, qui parlent juste français, ils vont arriver très rapidement à la solution. Si on met des gens qui viennent de différents pays, différentes formations académiques, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des plus vieux, ça va prendre plus de temps avant qu'ils se comprennent. Mais la solution va être plus innovante, la solution va être plus durable. Fait qu'on a besoin de cette diversité. Jerry, un instant. Est-ce que ça, c'est... Oui. Est-ce que ça, c'est un peu ce proverbe-là qu'on a tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin? Exactement. C'est un peu ça? Bien, merci. Très belle intervention, Jerry. Bien, très rapidement, en fait, les travailleurs de la transformation numérique et les travailleurs de la productivité
c'est ces gens-là qu'on va recruter. Encore une fois, quand on va à l'extérieur chercher des électros, ce n'est pas juste des chercheurs et des ingénieurs, mais des techniciens en électromécanique. C'est ces gens-là qu'on va recruter et c'est ces gens-là qui assurent qu'on soit en mesure de devenir plus productif. Donc, pour moi, c'est une équation qui fonctionne puis qu'il faut continuer à soutenir. C'est certain que, vu qu'on a un panel économique, on est plus en train de parler du monde du travail, mais ce que l'on se dit, je suppose, s'applique à l'ensemble de l'écosystème. Un exemple, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour un cégep que je connais un peu, celui de Saint-Félicien, où le nombre d'étudiants étrangers, Simon tout à l'heure faisait une petite blague, M. Savard faisait une petite, on a travaillé ensemble, Simon, faisait une petite blague là-dessus sur son Saguenay-Lac-Saint-Jean natal, mais une augmentation du nombre d'étudiants étrangers dans nos cégeps, dans nos écoles de formation professionnels qui ont un impact économique clair sur ces communautés-là, un impact social clair sur ces communautés-là. Donc je pense que vous êtes tous d'accord ici sur la même thématique que la main-d'œuvre, qu'il faudrait que le Québec continue d'une certaine manière à attirer ces jeunes gens-là qui ont un impact positif sur notre société. Bien, surtout, je vais le dire, là, les validations de compétences, des programmes plus courts. Encore une fois, je pense que le gouvernement actuel vise des résultats plus rapides par rapport à l'action. Et lorsqu'on va chercher ces types de profils-là, pour nos cégeps, nos centres de formation professionnelle, et dans certains cas également sur des programmes plus longs, il y a quand même un résultat prévisible. Nous, d'avoir fait pendant un certain temps des missions de recrutement étudiant, puis on comprend les prérogatives du gouvernement à l'égard des étudiants temporaires, mais on a vu des résultats concrets sur le terrain. Ici, on a vu des programmes qui ont été comblés rapidement par des étudiants venant de l'international. Charles-André, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus? Oui, je ferai un petit peu de pouce aussi. Moi, j'ai un exemple qui avait marqué. J'avais eu l'occasion de prendre un taxi, puis j'ai parlé avec le chauffeur de taxi qui était médecin dans son pays d'origine, je crois qu'il venait de la Tunisie, et qui aurait voulu être médecin au Québec, mais il devait reprendre à zéro ses études. Et il n'avait pas de possibilité justement d'avoir une reconnaissance de diplôme ou de reprendre un cursus plus court, comme tu disais, Géry, pour lui permettre justement de poursuivre ce pourquoi il était fait, être médecin. Et il s'est retrouvé à me conduire à l'aéroport comme chauffeur de taxi. J'ai trouvé ça dommage parce qu'on manque de médecins, par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, mais on manque de médecins. Et c'est des gens qui sont compétents, qui ont été formés différemment, mais on pourrait leur permettre de s'ajuster sur leurs pratiques et sur leurs connaissances pour justement combler la pénurie qu'on peut avoir de médecins, notamment en région. Donc c'est un exemple qui va un peu dans le sens de la reconnaissance des compétences, qui à mon sens, c'est un enjeu sur lequel on devrait travailler. Un enjeu sur lequel, effectivement. Puis tu sais, Géry, on en parlait un peu la semaine dernière quand on s'est vu par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, des entreprises qui avaient des idées avec les nouveaux quotas, si je peux appeler ça comme ça, les nouvelles restrictions, de permettre d'avoir le bon mot en français, une ligne rapide pour, par exemple, des travailleurs temporaires qui pourraient perdre leur emploi, plutôt que ces personnes-là, parce qu'on parle d'humains, on oublie souvent ça, c'est des humains qui sont derrière ces chiffres-là et ces permis-là, plutôt que ces personnes-là soient obligées de retourner chez elles, qu'elles puissent peut-être très rapidement être mises en lien avec des entreprises ici, qui pourraient les engager, parce que les besoins sont clairs, les besoins sont réels, on les a. Est-ce qu'il y a d'autres solutions comme ça que l'on pourrait mettre en place par rapport à toute la discussion que l'on a au jour d'aujourd'hui sur l'immigration temporaire, à région en particulier? Est-ce que vous auriez des idées? Je sais que je vous le lance comme ça. Bien, c'est sûr que l'accélération des transferts d'employés sur permis fermé, ça a été quelque chose qu'on a vécu difficilement récemment, là, notamment du fait qu'il y a eu un ralentissement, même pour certains postes, les permis fermés. C'est des gens qui arrivent avec l'espoir de parfois toute une région ou d'une famille, et puis là, de retourner après quelques mois, ça peut être difficile. Donc, ces gens-là ont persisté, mais de favoriser le transfert, on le fait à la pièce, là, en essayant d'aider au mieux possible, mais c'est beaucoup des démarches qui doivent être faites au niveau de l'immigration et avec le gouvernement. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on peut faire pour faciliter des transferts sur certains types de permis, c'est quelque chose qui est intéressante. Mais sinon, encore une fois, pour la régionalisation, je reviens tout le temps sur la francisation, l'accueil, l'intégration et puis le soutien de ces gens-là qui font le déplacement. Parfait, parfait.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bien, peut-être aussi le soutien, outiller les entreprises qui vont accueillir ces gens-là dans leurs organisations, outiller le milieu politique et autres. Là. Parfait. J'ai pris de belles notes. Je vous citerai si je le mets sur la plateforme économique du Conseil du patronat. Donc, je pense qu'on arrive au bout du temps que l'on avait pour ce panel-là. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'on est tous d'accord dans la salle ici pour reconnaître l'apport économique, social, humain des personnes immigrantes, parce qu'il faut toujours le rappeler que c'est des personnes derrière ces programmes-là et ces statistiques-là. Le Québec étant, mais ça, il faudrait aussi le voir et le comprendre, c'est qu'on n'est pas unique sur la planète. En matière de régionalisation, en général, les immigrants ont tendance à aller vers les grandes métropoles, ça, il faut le dire aussi. Le Québec n'est pas une exception. Mais on réfléchit à des solutions, c'est-à-dire pour améliorer cette régionalisation-là et surtout, moi je dis souvent, permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel. Donc, puis si ce plein potentiel-là se trouve hors du Grand Montréal ou hors de Montréal pour nous Québécois, qu'on facilite cette possibilité-là pour ces personnes-là. Donc, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'on arrive à la période suivante qui devrait être celle des questions. Oui, bien justement, merci. Oh, est-ce que c'est là? Ouais. C'est ça? Merci, j'apprécie que vous avez aussi parlé beaucoup des solutions. Donc là, vous avez bien écouté, hein, parce qu'on va vous demander des actions tantôt. Là. Ils ont donné plein. C'est merveilleux. On n'a pas énormément de temps, donc on va aller directement dans une petite période de questions. Donc, vraiment de penser, est-ce qu'il y a des questions, des idées peut-être que vous avez entendues, vous voulez enrichir, trouver plus de nuances dans ce qui a été amené, n'importe quoi. Si vous avez une question, il y a Sylvie en arrière avec un microphone, donc vous pouvez lever la main, elle va venir vous voir. Sinon, on va dire, ils sont tellement clairs qu'il n'y a quand même plus de questions. Là. Je ne vois pas. Oh, il y en a un là. Merci. Oh, attends, juste avant, c'est la deuxième fois que j'oublie ça. On voulait donner les excuses de la part justement de François Vincent. Il y a COVID. Donc, il était malade, puis il était vraiment triste de ne pas être là avec nous, puis j'ai oublié de le dire tantôt. Merci. Bonjour à vous tous. Mon nom est Céline Deravédician-Adam de Phoenix Gestion Mobilité Internationale. Je suis une entreprise privée qui travaille exactement dans les domaines que vous faites référence. Mon accent me trahit. Ça fait 25 ans, jour pour jour presque, que je suis arrivée au Québec et très heureuse. Donc je fais partie comme le panel de tantôt. Pour faire une histoire courte, j'ai remarqué on a actuellement une situation politique qui est très spéciale. Donc le but du forum, c'est pas parler du climat politique actuellement, mais on est pris en otage. Donc on sait pertinemment que la pénurie de main-d'œuvre, elle existe, elle est réelle, et on sait pourquoi, il manque des bébés. Donc le côté politique familial, on est réduit quasiment à zéro. Et on est encore pris avec ça dans 10 ans. Moi-même, je serai à la retraite dans 6-7 ans. Donc, vous voyez. Là où je veux en venir, je vais vous poser la question, comment vous voyez justement le fait avec la question des fameux bas salaires, où les employeurs sont véritablement pris en otage? Ce n'est pas une question de renouveler les EIMT chaque année. On a vécu ça dans le passé. Mais c'est l'affaire des seuils d'employabilité, donc le quota. On est en région. La question d'équité des salaires, donc j'augmente ou j'augmente pas. Donc si j'augmente à 27,50 pour arrondir, je fais quoi de mes travailleurs locaux? Est-ce que je suis en mesure d'augmenter? Et personnellement, 90% de ma clientèle est en région. J'ai installé plus de 2000 travailleurs étrangers temporaires en région. Donc, je fais quoi et comment on va faire avec des employeurs qui ont plus que 50% de leur effectif pris dans ce carcan? Donc, comment voyez-vous, justement, au niveau des régions, de pouvoir gérer ce problématique? Est-ce qu'on fait partir les gens alors que vous les avez bien accueillis? Bien, c'est bien entendu pas simple comme dynamique. Bien entendu, on doit le dire, notre communauté d'affaires
commencent à avoir des maux de tête. Une solution simple dans certains cas, quand les salaires sont proches du seuil, c'est de donner des augmentations salariales, mais quand il y a une convention collective, bien là, ce n'est pas possible de le faire parce que ça chamboule toute une structure salariale dans l'organisation. Donc, il n'y a pas de solution simple, puis on comprend les préoccupations du gouvernement et ses décisions. Cela dit, on va voir moins d'impact à court terme, mais on va voir des impacts lors des renouvellements, bien entendu. Et puis l'autre chose qu'on a, c'est la fluctuation du nombre d'employés par entreprise qui module également ces seuils-là. Ce n'est pas une question qui est simple et il n'y a pas de solution facile à cet égard-là. En fait, on va voir dans les prochains mois, de toute évidence, de quelle façon on sera en mesure de gérer la situation au cas par cas. Mais il y a des entreprises qui vont être obligées de laisser aller des contrats parce qu'ils ne seront pas en mesure de les livrer. On comprend que la productivité, c'est la cible, mais la latence à la mise en place de solutions de productivité fait en sorte qu'on ne peut pas se revirer sur un dissous et faire en sorte que du jour au lendemain, bien, des emplois bas salaires vont être comblés par de la robotisation, de l'automatisation. Même chose avec les déplacements interrégionaux. Donc, d'arriver à convaincre des gens, par exemple, dans des endroits où les taux de chômage sont plus élevés, de se déplacer vers des endroits où les taux de chômage sont moins élevés. Ça va être aussi une difficulté à considérer dans tout le processus. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solution simple, malheureusement, à cette situation-là. Et puis, on est un peu en mode observation sur la façon avec laquelle on va s'en sortir. Et puis, il faut le dire aussi, on s'attend à une reprise quand même en 2025. Ça pourra faire partie des considérations du gouvernement parce que quand on parle au ministère de l'Économie, eux, ils comprennent, bien aussi le ministère de l'Immigration, mais la courbe de natalité ne va pas changer. 2030 est encore le moment où on va voir des inversions de courbe. Donc, ces besoins-là ne vont pas diminuer. Donc, à terme, je comprends qu'il faut gérer une situation complexe, mais il faut dire que la démographie nous rattrape tout le temps. Et si je peux rajouter à ça, peut-être pour compléter la réponse, c'est le fait que pour l'instant, les mesures gouvernementales en lien avec les travailleurs étrangers temporaires, autant au Québec qu'au fédéral qui a suivi, ne concerne que les régions métropolitaines de recensement, dont Drummondville, qui est notre 7e région métropolitaine de recensement. Donc, c'est continuer à se battre pour qu'au moins les régions ne soient pas pour l'instant touchées par ça, parce que ces mesures-là peuvent avoir un impact effectivement dévastateur sur la main-d'œuvre des entreprises. Comme on l'a dit, il y a certains secteurs qui sont protégés, mais c'est de comprendre aussi que la plupart des secteurs sont essentiels d'une certaine manière, parce que vous savez, quand vous vivez dans un village ou que vous vivez dans une petite communauté, le restaurant du coin, qui pourrait être le seul restaurant du coin, est aussi essentiel d'une certaine manière. Donc, c'est de rappeler ça. Puis moi, je pense que c'est aussi, tout à l'heure, il y a eu un petit débat sémantique sur l'utilisation des mots enracinement, rétention. Les mots, c'est important, c'est vrai. Donc, il faut utiliser les bons mots. C'est aussi rappeler que dans ce débat-là sur les travailleurs étrangers temporaires, il y a un mot qui est souvent, moi, je trouve mal utilisé, qui est celui des bas salaires et qui a tendance à rendre le travail de ces personnes-là pas à la hauteur de ce qu'ils font, parce que quand on parle de bas salaire, en fait, c'est le salaire médian au Québec, qui est quand même de 58 000 $ par année, 27 et quelque chose. Céline, je pense que tu connais ce chiffre-là mieux que moi. C'est quand même un très bon salaire. Donc, c'est de rappeler que ces gens-là ne sont pas là pour baisser les salaires des Québécois. Puis l'Institut Québec est là, puis j'ai lu une de leurs études il y a quelque temps. Les salaires qui ont le plus augmenté au Québec dans les 4-5 dernières années, c'est des salaires des secteurs hébergement et tourisme, des personnes avec les niveaux de compétences les plus faibles. Donc là où devraient se trouver les travailleurs à bas salaire d'une certaine manière, donc ils n'ont pas eu un effet à la baisse sur les salaires des gens qui sont déjà présents au Québec. Donc ils ne sont pas là pour tirer ça vers la baisse. Ça aussi, il faut le dire, parce qu'en fait, dans ce débat-là, il faut rappeler l'importance de ces gens-là, l'apport économique, l'apport social que ces personnes-là ont sur le Québec et ne pas juste rester sur des éléments de langage qui sont négatifs et qui n'est pas à la hauteur de l'apport de ces personnes-là au Québec. Et le salaire, oui, tout à fait.
Et le salaire moyen en région, la proportion de PME en région est tout le temps plus grande et donc, automatiquement, bien entendu, ces bas salaires-là, souvent, c'est des postes d'importance et de responsabilité dans les organisations. Merveilleux, merci. On a comme 1 minute. Y a-t-il quelqu'un qui a une petite question rapide? Oh, je vois une main avec une petite réponse rapide. Hein? Très vite, très très vite. Bonjour tout le monde, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, je sais qu'on va bientôt finir. Je prends le temps de mentionner parmi beaucoup d'organismes qui sont ici parmi nous, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problématiques de transport. Moi, je travaille avec les nouveaux arrivants et beaucoup de gens ne sont pas au courant de la problématique du transport en région. Donc, c'est plutôt une suggestion qu'une question. Moi, je voulais juste mentionner, permettre de partager la parole. Pourquoi pas développer un réseau collectif de transport, une collaboration de développement communautaire avec les organismes gouvernementaux comme la Sûreté d'assurance automobile du Québec, les MIFI et les employeurs qui cherchent des gens qui pourraient répondre à un besoin, qui n'ont pas nécessairement les moyens de parler le français, mais qui n'ont pas nécessairement, ou non plus la capacité de se déplacer. Je pense qu'il y a un gros besoin, puis il y a vraiment beaucoup d'opportunités pour faciliter le transport en région. C'était plutôt ça. Merci. Je pense que, vu que vous êtes de Drummondville et de Saint-Hyacinthe, On l'avait mentionné un peu plus tôt là, que le transport en commun, c'est un enjeu. Il y a d'autres façons aussi de mieux financer les municipalités. Je présume que la présidente de mon conseil d'administration serait contente d'entendre ça parce que c'est la mairesse de la ville de Drummondville. Mais tout ça pour dire que l'accroissement de l'offre et des horaires et des fréquences dans les différentes régions, puis bien entendu, le volet coopératif dans des plus petites municipalités peut effectivement donner des solutions. Je vous le dis tout de suite, les entrepreneurs prennent leurs responsabilités, tant au niveau du logement que du transport, tant au niveau même de la francisation. On voit souvent des entrepreneurs qui financent à 100% la francisation de leur personnel, qui financent le logement en partie, qui financent également le transport. Donc, c'est sûr que les solutions collectives font beaucoup de sens. Je vais vous le dire. Oups.